Bonjour à toutes et tous. Chers collègues, nous achevons aujourd'hui notre tour d'horizon visant à prendre le pouls des collectivités territoriales. D'un commun accord avec monsieur le rapporteur, nous avons décidé de consacrer l'essentiel de nos premiers travaux à l'audition des représentants des collectivités et des différents niveaux de collectivités, le bloc communal, le bloc départemental et le bloc régional, pour mesurer leur rapport à la commande publique et leurs attentes en la matière, après la diversité des expériences des élus communaux, puis le point de vue des régions et des départements qui sont dotés de moyens étoffés et de services achats relativement professionnalisés, il est temps de nous intéresser à la dernière composante du bloc communal, à savoir les intercommunalités, les établissements publics de coopération intercommunale, qui interviennent souvent en appui des communes et qui ont vu leurs compétences et leurs ressources se développer singulièrement ces dernières années, au point de devenir des acteurs incontournables de la commande publique sur leur territoire, et au titre de leurs compétences développement économique, de bien en mesurer les effets d'entraînement, et c'est l'une des missions fixées à notre commission d'enquête. Il sera donc intéressant de voir si les préoccupations du niveau intercommunal sont identiques à celles exprimées par les maires ou les représentants des conseils départementaux et des conseils régionaux. Et par ailleurs, nous pouvons imaginer que la situation varie d'un EPCI à un autre en fonction des compétences aussi exercées par les uns et par les autres. Nous avons donc le plaisir d'accueillir monsieur Mathieu Schlesinger, vice-président d'Intercommunalité de France, maire d'Olivet et premier vice-président d'Orléans Métropole. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire « je le jure ». Je vous remercie. Nous partageons avec monsieur le rapporteur une volonté d'aller au-delà des idées reçues et des poncifs sur la commande publique que nous pouvons entendre les uns et les autres. Nous comptons pour cela nous appuyer très fortement sur l'expérience des élus locaux pour formuler des recommandations précises et concrètes de simplification ou d'évolution de la réglementation. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir nous présenter un exemple concret de marché pour lequel vous auriez pu faire face à des difficultés particulières d'exécution ou de passation dans le cadre de votre mandat ou au titre d'intercommunalité de France, des difficultés qui peuvent être d'ordre juridique, économique ou administratif et concerner, comme je l'ai dit, aussi bien la passation que l'exécution. Donc je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera et puis les collègues membres de la commission d'enquête. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie d'avoir convié Intercommunalité de France pour cette commission d'enquête et vous apporter les éclairages de notre association. Donc, notre association de collectivités locales regroupe un peu plus de 1000 intercommunalités sur le territoire national. Intercommunalités qui ont des formes et des tailles et donc des enjeux divers, de la communauté de communes à la métropole. Et donc ne sont pas toujours confrontés aux mêmes ressources, aux mêmes projets et donc aux mêmes défis. Donc Intercommunalité de France se réjouit de participer à vos travaux et à cette analyse, d'autant plus que nous en partageons un certain nombre des finalités, puisque au-delà des missions de simplification que vous venez de rappeler, nous avons vu que vous vous inscriviez également dans une dynamique d'une commande publique responsable. Ça fait partie des questions que vous nous avez adressées, et que cette même question est au cœur des travaux d'Intercommunalité de France, dans le cadre de sa feuille de route 2022-2027, qui a choisi de consacrer un axe prioritaire de ses travaux à l'appui aux collectivités, dans la mobilisation de la commande publique en faveur de la transition écologique et énergétique, qui sont des compétences très fortes des intercommunalités. Dans ce cadre-là, la commande publique est un levier important, à la fois comme moyen et parfois comme obstacle à la mise en œuvre d'un certain nombre
de nos missions. Et je vais essayer de revenir, mais plutôt sous la forme des questions, aux difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, parce que je ne suis pas un théoricien de la commande publique. Et comme mes collègues, nous abordons les problématiques souvent à travers les cas concrets auxquels nous sommes confrontés. Le message que je voudrais essentiellement vous faire passer, au-delà des 2 documents que nous avons élaborés et qui sont à la disposition de nos adhérents, il y a 2 guides pour vous montrer un petit peu l'appui qu'Intercommunalité de France peut apporter aux décideurs et à leurs équipes. Le message principal que je voudrais passer est celui de l'équilibre. La commande publique, que ce soit dans son volet marché public, dans son volet concession DSP, est une affaire d'équilibre entre plusieurs pôles. Un équilibre tout d'abord entre la sécurité juridique et la liberté d'action et de décision des acteurs et des responsables publics locaux. Plus on a de liberté, plus potentiellement nous sommes dans une situation de risque juridique. Plus il y a de la sécurité juridique et moins nous avons de marge de manœuvre. Et il n'y a pas de recette miracle, c'est l'équilibre entre ces 2 pôles qu'il faut arriver à trouver en fonction des dossiers, de la taille, des enjeux, etc. Le même équilibre, on le retrouve entre avoir plus de marge de manœuvre et la possibilité d'intervenir avec des interlocuteurs locaux que nous connaissons, et en même temps pouvoir faire appel à une expertise approfondie qui nécessite des procédures parfois globalisées, mutualisées, pour pouvoir avoir affaire à une force de frappe plus importante. C'est notamment le cas dans certains marchés de voirie, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans le cadre des questions. De l'autre côté, on a un enjeu de simplification qui s'oppose à un enjeu de sécurisation. Plus c'est simple, mieux c'est, mais plus il y a de risques à agir. On a un droit et une pratique qui repose quand même en grande partie sur la confiance. C'est-à-dire le maire que je suis, le vice-président de métropole que je suis, ne passe pas directement, concrètement, des marchés publics. C'est toute une chaîne qui se met en œuvre. Cette chaîne, elle commence au stade de la conception de notre marché ou de notre concession, en tout cas de notre projet de commande publique. Et dans bien nombre de cas, ce ne sont pas nos agents non plus qui les conçoivent. Nous faisons appel à des assistants à maîtrise d'ouvrage, j'y reviendrai peut-être aussi plus en détail après, qui nous aident à concevoir notre besoin, à concevoir notre contrat, à le négocier et à analyser les offres qui nous sont remises, et puis à retenir le candidat. Donc dans cette chaîne, ça commence par de la commande publique pour choisir un AMO. Puis, avec cet AMO, nous construisons les marchés ou les projets les plus complexes. Et nos agents sont des pilotes sur ces opérations-là, sont des pilotes d'AMO, et donc ont eux-mêmes une distance parfois un peu éloignée avec l'analyse directe. Alors, ils contrôlent, mais ils ne sont pas forcément dans la production eux-mêmes des contrats ou de l'analyse des offres qui nous ont été remises. Et ensuite, on rentre dans le processus de décision propre à la collectivité locale. Et donc, un système comme cela, qui présente de grands risques pour les élus, parce qu'à la fin, c'est nous qui engageons notre responsabilité pénale, repose sur de la délégation, de la confiance et un système complexe. Donc voilà, si je dresse ce panorama-là, c'est parce que c'est pour moi important que l'on comprenne dans quel environnement on se situe en pratique. Et donc quand vous êtes confronté à cette complexité-là, à cette chaîne d'acteurs-là, quand vous êtes une grande collectivité qui a une grande direction juridique, vous pouvez maîtriser le risque en faisant appel à de l'expertise régulière, mais quand vous êtes une petite commune ou une petite communauté de communes, que votre service marché n'est pas très important, vous êtes d'autant plus dans la main de votre AMO quand vous avez pu en avoir un, etc. Donc cette chaîne de production de la commande publique, elle est plus ou moins robuste en fonction de la taille et des moyens qui sont celles et ceux de votre collectivité. Mais pour les élus,
je pense que nous cherchons à chaque instant à nous sécuriser, puisque le risque pénal est un enjeu qui fait peur dans un certain nombre de cas. Voilà, grosso modo, ce que je voulais signaler en introduction, et peut-être répondre plus directement aux questions que vous posez en l'illustrant de cas concrets que je peux rencontrer, alors davantage dans ma fonction de maire, puisque c'est dans ce cadre-là que je passe le plus de marchés, mais également à l'échelle de la métropole. Parfait, donc oui, preneur d'un exemple de cas concret tout à l'heure, mais je vais d'abord laisser la parole à monsieur le rapporteur. Il y a une étape, c'est aussi le choix de l'AMO. Comment on décide le choix de l'AMO, puisque ça démarre par là. Non, j'aurais 3-4 questions par rapport aux EPCI. Comment elles peuvent intervenir en soutien de la commande publique, les stratégies à mettre en œuvre pour les bonnes pratiques, ça vous en avez un peu parlé, mais on ira plus loin. Et surtout, comment mieux accompagner les EPCI dans la passation et l'exécution de leur marché. Et de là vient le suivant, comment avoir un levier pour le tissu local tout en respectant bien sûr une forme de la légalité. Puisqu'on sait bien que les collectivités intercommunes peuvent être acteurs fortement sur le tissu économique local. Et puis pour vous, est-ce que les élus sont assez sensibilisés aux enjeux juridiques? Vous en avez parlé un petit peu, mais par rapport aux tailles et aux moyens, s'ils se rendent compte des enjeux juridiques derrière les marchés. On parle de délit de favoritisme sur lequel on est facilement rattrapé. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Alors, sur les modalités d'intervention, pour vous donner un exemple concret, je n'ai plus une séance de conseil municipal où je ne vote pas une délibération dans ma commune nous permettant de nous raccrocher à des marchés communs qui ont été passés par la métropole. Nous rajoutons quasiment à chaque conseil municipal une famille d'achats sur des marchés mutualisés qui ont été passés par la métropole et la ville-centre. Donc on a développé, comment dirais-je en quelque sorte, c'est en dehors des compétences propres, mais nous organisons des familles d'achats communs. Et c'est donc la métropole ou la ville-centre qui qui met en œuvre toute la procédure de mise en concurrence pour retenir le candidat. Et ensuite, les collectivités n'ont pas besoin de passer leur propre marché. Elles peuvent utiliser le marché mutualisé qui a été passé par l'intercommunalité. Vous avez l'air de dire que vous mettiez quelque chose en plus pour avoir du local. Non, là, je parle simplement sur la gestion de la procédure. D'accord. Sur la gestion de la procédure, nous ne passons pas forcément tous nos marchés. Qui passe à un marché global, ça revient aux communes. Voilà, mais ce n'est pas au titre des compétences de l'intercommunalité, c'est nous faisons le choix, chaque commune fait le choix d'adhérer ou de ne pas adhérer à cette famille d'achats communs que nous avons décidé de passer. C'est une sorte de groupement d'achat à une échelle plus réduite. Et aujourd'hui, nous ne cessons d'allonger la ligne. Donc d'une certaine manière, pour les communes membres de l'intercommunalité, quand elles mettent en place ce genre de dispositif, elles peuvent avoir accès, elles peuvent limiter leur charge de passation de marché et avoir accès à une offre plus intéressante. Simplement, une petite précision technique, c'est donc l'intercommunalité qui s'érige en centrale d'achat, c'est-à-dire ce sont des agents de l'intercommunalité qui opèrent pour le compte, y compris des autres communes, ou ce sont des agents de la ville-centre? Dans quel format juridique vous vous situez? Dans le cas d'Orléans Métropole, les services juridiques sont mutualisés entre la ville-centre et les services de la métropole. Donc je ne suis pas capable de dire si c'est sur le temps de travail métropolitain ou le temps de travail ville. Ce que je sais en pratique, c'est que comme c'est de la mutualisation, ça peut prendre des formes diverses. Il a pu arriver par le passé que ce soit ma commune qui fasse le marché pour tous les autres. Voilà. Donc en tout cas, il y a cette agilité à mutualiser un certain nombre de prestations en commun et qui est mis en œuvre. Pour vous donner un exemple, nous avons adopté dans notre dernier conseil municipal ou l'avant-dernier la famille d'achat élagage. Donc ma commune ne passe plus de marché d'élagage. C'est un marché passé de manière mutualisée avec les autres communes de la métropole et notre intercommunalité. Donc les gens se signalent auprès de vous? Se signalent à l'intercommunalité et adhèrent ou n'adhèrent pas en fonction de leurs besoins. Il y a plein de marchés qui ne sont pas pertinents. Téléphonie, autre chose, ça peut être... Pour les plus petites communes, elles ne passent jamais les marchés pour les autres. Mais pour les communes comme la mienne
un peu plus de 20 000 habitants, ça peut nous arriver sur certaines prestations de le faire pour le compte des autres. En tout cas, on a cette capacité à faire mini centrale d'achat sans être statutairement une centrale d'achat. Et donc ça aide beaucoup. Et puis au quotidien, il y a beaucoup d'échanges entre les agents des services commandes publiques, et il y a aussi toute une partie informelle de comment vous avez fait pour passer tel marché, qui nous sert beaucoup. Alors ça a des avantages et ça a des inconvénients. Pour vous donner une illustration qui pour moi est très parlante des enjeux, et pour répondre également à votre question sur le tissu local, nous avons mutualisé, quand nous sommes passés en métropole, donc nous avons quitté le statut de comité d'agglomération pour devenir une métropole, nous avons été obligés de transférer la compétence espace public. Donc tous les travaux de voirie. Dans les travaux de voirie, il y a les grandes opérations de requalification d'une rue pour lesquelles, en règle générale, les communes font appel là aussi à des AMO pour faire les plans, etc. Et les plus petites communes n'avaient pas forcément les moyens de le faire et de bien le faire. Mais il y a aussi tous les travaux d'entretien plus réguliers, quand vous refaites un peu de couche de roulement, ou vous remettez un peu d'enrobé, etc. Les petites communes avaient parfois des petites entreprises locales de TP qui intervenaient sur leur territoire et sur lequel, limite, le maire croisait, il y avait un devis à 3 000, 5 000 euros, on était très en dessous des seuils, et l'intervention était rapide, peu chère, etc. Le transfert de cette compétence à l'intercommunalité a eu pour conséquence de faire passer des marchés beaucoup plus gros. Et donc, nous sommes sur des marchés à bon de commande qui sont activés, alors qui sont souples. Une fois qu'on les a passés, c'est souple. Mais la petite entreprise de travaux publics qui avait l'habitude de faire des interventions à 10 000, 15 000 euros, elle ne répond pas à un marché où potentiellement, dans l'année, vous devez faire 1 million, 1,5 million d'euros d'intervention sur l'ensemble du territoire. Dit comme ça peut apparaître comme de la contrainte, etc. Ça en est. Mais la contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, c'est de l'expertise. C'est-à-dire que là où vous faisiez le truc un peu dans votre coin, ça s'inscrit dans un projet global, et donc vous avez de l'amortissement à l'échelle de la collectivité, puis vous avez de la protection. Parce que de la sécurité juridique, quand vous faites ça très régulièrement avec la petite boîte de TP de votre commune, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui peut vous dire pourquoi c'est toujours un tel qui récupère le marché à 15 000 euros qui est sous les seuils. Et dans un environnement de judiciarisation, de méfiance, de remise en cause, etc., il y a certains maires qui sont aussi sécurisés avec ce genre de mécanisme. Donc voilà, juste pour illustrer ça, l'intercommunalité peut, de manière assez souple, sur la base du volontariat, apporter de l'expertise, de la force du travail au soutien des communes membres, qui n'auraient pas les moyens de passer des marchés dans de bonnes conditions. Mais ça se traduit par une perte, évidemment, de souplesse et de manœuvre, mais en contrepartie aussi de sécurité juridique. Et pour finir sur la question du tissu local, j'ai trouvé que la question que vous avez posée dans votre questionnaire mettait, dans sa formulation, mettait le doigt sur toute la difficulté en la matière. La question, elle est formulée, je crois, de la manière suivante, c'est comment peut-on favoriser les PME? En fait, favoriser, c'est un délit. Et en fait, alors, évidemment, la question, elle est posée dans la manière de favoriser de manière par catégorie. Voilà, je l'ai compris comme ça. Mais en fait, dès qu'on entend ce terme de favoriser, c'est fini. On est mal à l'aise. Tout le monde a envie de faire en sorte que nos PME qui font de l'emploi local, qui sont en règle générale moins chères, parce qu'elles n'ont pas toutes les charges de sièges, etc., que peuvent avoir les grands groupes. Oui, puis c'est de l'emploi. Et c'est de l'emploi local. Mais favoriser, et pas totalement... voilà. Comment favoriser sans être dans le favoritisme? Et c'est là où, à titre personnel, je ne sais pas exactement comment répondre, et la mission a un rôle aider à répondre. Simplement, et je vais laisser la parole aux collègues, mais c'est vrai qu'on peut avoir des outils très opérationnels, on en a
reparlé lors de précédentes auditions, mais comme les avances, par exemple, qui vont être un élément de nature à lever un certain nombre de freins, sur aussi les délais de paiement, enfin des choses très, très concrètes, mais qui peuvent en effet déjà lever le frein à une éventuelle non-candidature, parce qu'il y a beaucoup d'autocensure de la part des entrepreneurs, mais au regard aussi des leviers et des seuils que vous avez évoqués. C'est vrai qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être proposées, comme les groupements momentanés d'entreprises, où là, typiquement, sur des travaux, alors plutôt d'entretien, mais on pourrait imaginer que les petites entreprises qui étaient sollicitées par les communes en gré à gré puissent constituer un groupement et se dire, pour des marchés d'entretien de taille modeste, on pourrait faire en sorte de répondre à la demande de la métropole. Donc c'est vrai c'était plutôt dans ce sens-là qu'on l'entendait, pour en effet être dans le soutien sans être dans le favoritisme. On est tout à fait d'accord. Parmi les collègues, Monsieur Cabanel. Oui, juste par rapport à ce que vous venez de dire, donc avec les avantages et les inconvénients, on a bien compris l'avantage juridique pour les maires d'adhérer donc à un groupement de commandes à travers la métropole. Mais en termes de prix, est-ce que vous avez des chiffres à donner concernant donc quand le marché est pris globalement, vous avez dit bon, c'est un petit peu plus cher parce que les sièges des grosses entreprises coûtent un petit peu plus d'argent. La différence qu'il y a entre faire travailler la petite entreprise locale sous les seuils ou adhérer à un groupement d'achat avec la métropole et le prix que ça coûte. Parce que voilà, il y a une sécurité juridique certes pour les élus, mais en tout cas chez moi, dans les exemples que vous donnez, il y a un problème aussi quand le maire avertit la métropole d'un souci sur la voie publique, la réactivité de la métropole, la grosse machine avant qu'elle se mette en place pour venir effectivement réparer la voie. Est-ce que vous avez des chiffres comparatifs? Oui, pardon, Monsieur Salmon. On va prendre. Oui, merci. Juste une question exactement dans le même fil sur le favoritisme, on va dire, dont vous avez parlé. On essaye parfois d'avoir, concernant la restauration collective, des circuits les plus courts possibles. Comment travaillez-vous cette question au niveau de l'intercommunalité, même si bien souvent c'est une compétence qui reste à la commune, mais voilà, quelle est votre expérience dans ce domaine-là et par quel passage juridique arrivez-vous à favoriser ces circuits courts? Ah, pardon. Merci Président. Moi, juste une question, c'est sur les hameaux, oui, c'est ça. Quel est le système qui permet de mesurer leur efficacité? Et est-ce que vous benchmarkez avec d'autres systèmes d'assistance à maître d'ouvrage délégués dans d'autres intercommunalités, voilà. Enfin, comment vous faites? Ou est-ce qu'il y a des revues qui sont faites périodiquement pour mesurer la performance et l'efficacité de ces hameaux? Cette fois-ci, c'est à vous, Monsieur Schlesinger. Merci, Monsieur le Président. Alors, je n'ai pas de chiffres comparatifs et Intercommunalité de France n'est pas en capacité de produire cela. Ce que vous décrivez, je peux le rencontrer aussi dans mon intercommunalité et sur mon territoire. Ça renvoie davantage à une question d'organisation et à la manière dont la compétence est exercée. Et vous pouvez avoir autant de situations quasiment que d'intercommunalités. J'ai la conviction qu'on n'achète pas la même chose lorsque l'on achète ensemble à plus grande échelle ou quand on achète tout seul et quand on achète tout seul. Je ne sais pas si la question de la voirie est en l'espèce la plus pertinente, c'est peut-être celle qui touche le plus les maires, donc elle crispe. Mais si je prends le domaine de l'eau potable, et je sais qu'au Sénat et en matière d'assainissement, je sais que c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats. Mais très concrètement, quand on est confronté à la gestion d'un système d'eau potable, donc moi quand je suis devenu maire en 2015,
Et la ville d'Olivet est assez sensible sur la question parce que l'arrêt du Conseil d'État porte le nom de ma commune. Donc c'est là où c'est dans notre contrat que s'est jouée l'application de la loi Barnier, la réduction dans le temps et l'obligation de remettre en concurrence régulièrement les contrats d'eau potable. Donc c'était une compétence que la ville était très fière d'exercer. Mais pour pouvoir passer un marché de délégation de services publics dans le domaine de l'eau potable, avec des enjeux financiers qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros, mon prédécesseur, qui est dans vos rangs aujourd'hui, avait 2 agents de catégorie B ou A face à l'époque Veolia, qui était un groupe international, avec des enjeux de sécurisation de la ressource en eau potable qui sont vitaux pour la population. Donc on a dû faire appel à des cabinets d'avocats pour nous accompagner et arriver à sortir par le haut, et ça a été très bien fait. Nous avons pu le faire parce que la commune d'Olivet est une commune de 20 000 habitants et que ça a été un sujet prioritaire. Une plus petite commune n'aurait pas eu les ressources financières pour supporter la préparation de ce contrat. Et j'ai vécu, moi, le transfert à la métropole de la compétence eau potable, parce que l'assainissement s'était déjà fait depuis un certain temps. Et la métropole a repassé, il y a 3 ans, un contrat de délégation de services publics avec, pour la moitié des communes de la métropole, l'autre partie étant en régie. Et c'est elle qui a pris en charge toutes les études juridiques, tout le montage avec l'AMO. Elle l'a fait une fois pour l'ensemble de toutes nos collectivités. Et là, le service qui pilotait le passage de la DSP était composé d'une 20aine de personnes, avec des ingénieurs spécialisés dans le domaine de l'eau potable, un service juridique, là aussi, d'une dizaine de personnes. Il y en avait toujours les AMO, etc. Donc en fait, on avait une force de frappe pour analyser et négocier qui était d'une toute autre ampleur. Donc, oui, c'est moins souple. Oui, ça coûte peut-être un peu plus cher. Mais on n'achète pas la même chose. Et l'enjeu, c'est le rapport qualité-prix que l'on va avoir. Pour l'autre partie, donc là j'étais sur la DSP, mais si je prends la partie régie de l'eau potable, il y a 9 communes ou 10 communes qui étaient en régie. Aucune d'entre elles n'avait la télérelève. Aucune d'entre elles n'avait un service de facturation robuste. Toutes avaient des difficultés à recruter des fontainiers. La compétence est passée à la métropole. Toutes souhaitaient rester en régie, c'est un choix politique fort pour elles. La métropole l'a garantie, mais il n'y a plus qu'une seule régie pour ces 9 communes. Et les marchés qui permettent de déployer la télérelève sur l'ensemble de ces communes, la mutualisation des postes pour pouvoir faire les relevés compteurs en attendant ou gérer les différentes installations, a permis de faire des économies colossales, et même déjà juste de rendre le service public. Donc c'est là où la simplicité et le caractère bon marché des choses est à mettre en rapport avec l'expertise et l'efficacité réelle du service public. Et donc là, je prends ce sujet-là, et c'est vrai que c'est un cheval de bataille d'Intercommunalité de France, mais dans des domaines où il y a des forts enjeux d'investissement, des forts enjeux d'expertise, comme peuvent l'être l'eau potable et l'assainissement, il y a un intérêt à faire appel à une force de frappe mutualisée que peut être l'intercommunalité. Sur la restauration collective, je partage la totalité de ce que vous avez dit, à la fois sur les objectifs et les moyens. Ce n'est pas une compétence, en tout cas dans mon territoire, ce n'est pas une compétence qui a été mutualisée. Donc chaque commune gère ses marchés d'approvisionnement. Comme tout le monde, et en plus Olivet est une commune semi-rurale, donc on a encore de la production agricole, notamment arboricole sur mon territoire. Et une des premières choses que j'ai souhaité faire, je me suis dit, plutôt que d'acheter des cerises, des pommes et des poires sur le marché, on va aller voir les producteurs locaux, et si ce n'est à Olivet, on va aller à côté de la ville d'à côté. Et en fait, quand vous venez voir un producteur local en lui disant « je vais vous acheter 4 cagettes », en fait, lui, ça ne l'intéresse pas parce qu'il est dans des processus de vente à des centrales d'achat où distraire 4 cagettes, ce n'est pas complètement évident. Et du côté des gestionnaires de la cuisine centrale,
C'est pas évident de se dire le matin, je vais aller acheter 4 cagettes. Parce que les menus sont préparés 6 semaines à l'avance, on prépare les menus 2 jours, 2 ou 3 jours avant, et ils sont conservés parfois le week-end. Et donc vous ne pouvez pas aller sur le marché le matin, faire vos emplettes et préparer le repas pour le déjeuner. C'est peut-être possible quand vous faites une cinquantaine ou une soixantaine de repas. Moi, c'est 1500 repas tous les jours. À Orléans, ils en font 10 000. Et donc vous êtes obligé de vous inscrire dans des chaînes d'approvisionnement qui sont longues, robustes, parce que vous devez garantir la fabrication du repas. Donc la solution que nous avons trouvée, c'est sur des lots très précis, l'exemple des fruits et légumes, voilà, mon gestionnaire de cuisine centrale a un budget et il peut aller quelquefois dans une petite centrale d'achat locale, aller acheter ce dont il a besoin. Mais ce n'est absolument pas possible si on n'a pas une filière structurée qui est capable de nous alimenter toute l'année en légumes, etc., d'avoir un vrai circuit court facilitant. Voilà, on a essayé, mais on n'y arrive pas. Et je ne crois pas que ce soit juste un problème de commande publique. C'est aussi un problème de chaîne de production, de robustesse, etc. Sur les AMO... juste, oui, pardon, sur la centrale d'achat que vous évoquiez, elle est de quelle nature? C'est porté par qui? Alors, pardon, centrale d'achat, le terme est un peu fort. En fait, on a un magasin en quelque sorte de producteurs qui est en centre-ville et on va acheter comme chaque commerçant là-bas. Voilà, comme des particuliers en quelque sorte. Donc c'est limité à, je crois que le budget qu'on a, c'est moins de 15 000 € tous les ans. Ça permet de faire des petits compléments à la belle saison quand on se dit, bon, voilà, les pommes vont être, plutôt les cerises vont être mûres à peu près à cette période-là, donc on va les acheter là-bas. C'est pas sur toute l'année maintenant. Alors, sur les AMO, très concrètement, nous ne savons pas, alors que ce soit dans la commune ou à l'intercommunalité, passer un certain nombre de marchés. Je vais vous donner un exemple précis. Les contrats que nous passons, la plupart sont rédigés par nos AMO. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes AMO qui préparent les contrats dans plein de collectivités. Alors après, parfois on les ajuste avec des spécificités locales, mais en fait, l'AMO élabore des modèles de contrats, et quand on retient un AMO, on retient un savoir-faire, une expérience et des modèles qui sont éprouvés en grande partie. Et quand on ne retient pas d'AMO, on fait pareil. Comme ces documents sont en règle générale publics, on va les récupérer et on prend d'autres modèles d'autres collectivités. Donc pour vous donner un exemple précis là-dessus et sur le fait qu'on ne sait pas forcément faire, ma commune était rattachée à Aprolis Centre Achat, qui est une grande centrale d'achat pour l'électricité, pour acheter de l'électricité. Aprolis Centre Achat achetait de l'électricité pour plein de collectivités, notamment les plus petites, qui ne négociaient pas leur propre marché. Ce faisant, elle achetait un volume d'électricité assez important. Et en fonction du volume qu'elle achetait, elle avait accès à des offres commerciales, en termes de prix, mais également en termes de structuration de l'offre. Très concrètement, ça pouvait se traduire par des mécanismes d'optimisation financière des coûts, via des swaps, des montages qui ne pouvaient avoir de sens que parce que vous aviez dans le marché un volume global élevé d'achat d'électricité. Parce que ça rentabilisait le mécanisme compliqué. La contrepartie, c'est que vous n'aviez pas vraiment de facture détaillée sur votre commune par point d'achat, parce que comme vous achetiez en groupe, vous aviez la facture de la commune, mais si vous vouliez avoir des renseignements un peu plus détaillés sur un local, c'était assez compliqué de rentrer dans ce genre de détails. Donc dans ma collectivité, on s'est dit, on va passer notre propre marché, comme ça on sera en direct avec le fournisseur d'électricité. On a pris le marché d'Aprolis, on l'a passé nous-mêmes, personne n'a répondu. Personne n'a répondu parce qu'en fait, on avait pris exactement, on a fait un copier-coller du marché d'Aprolis, mais EDF, Engie ne répondaient pas parce qu'on demandait des technicités
d'optimisation financière qui n'était pas rentable pour eux, vu le volume que nous allions déployer. Et en fait, mes services, en faisant ça, pensaient bien faire, et ne se sont pas rendus compte que le marché tel qu'il était conçu ne pouvait pas fonctionner pour une commune comme la mienne. Et donc nous avons fait appel à un AMO qui nous a accompagnés, etc. Donc en fait, il y a un problème de compétences. Donc les AMO sont totalement indispensables dans un certain nombre de cas. Là où c'est problématique avec les AMO, et on n'est pas capable de faire de benchmark, c'est que dans certains cas, les AMO travaillent dans la sphère privée avec les mêmes personnes qui candidatent à nos marchés publics. Et donc, quand vous déléguez la conception de votre contrat, quand vous déléguez, même si vous le challengez, l'analyse des offres au regard des critères que vous avez fixés dans votre appel d'offres, vous avez toujours un petit doute sur le fait que l'AMO qui classe les offres, les classe parce qu'il a analysé finement la proposition, ou pondère un petit peu différemment parce qu'il travaille avec cette entreprise dans un autre cadre qui est strictement privé. Et nous, élus, quand on arrive en commission d'appel d'offres, on a les documents, on n'a pas lu dans le détail la totalité des offres, quand bien même on l'aurait fait, on n'a pas la capacité à analyser des solutions techniques qui sont parfois extrêmement complexes. Donc on se base sur ces tableaux, alors c'est souvent vert, jaune, rouge, avec des smileys, etc., vous connaissez ça parfaitement, pour prendre une position. Et si dans cette réunion on commence à suggérer en disant « mais vous êtes vraiment sûr que ça, c'est mieux que ça », l'effet de favoritisme, il peut s'inverser. Pourquoi l'élu il est aussi insistant pour que ça soit telle entreprise qui soit retenue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on rentre dans quelque chose qui n'est pas complètement évident. Et donc voilà, c'est indispensable, mais le caractère indispensable nous met aussi dans la main de ces AMO. C'est pour ça qu'on a besoin de services qui, eux, ont la capacité d'aller challenger l'analyse de l'AMO pour venir nous éclairer en disant « bon, l'AMO a mis ça, mais… on a un petit doute, ou nous on n'analyse pas les choses de la même manière. Et pour challenger l'AMO, il faut avoir des services. Pour avoir des services, il faut avoir une taille critique, et c'est là où l'intercommunalité sur certains projets peut venir nous aider. Exactement. Madame Müller-Bronn. Merci, Monsieur le Président. Oui, vous disiez qu'il faut des services pour challenger l'AMO, mais pareil, avec le temps, les services ne sont pas complètement étanches par rapport aux entreprises qui peuvent être dans l'AMO. Au fur et à mesure qu'on prend des habitudes, il y a des entreprises qui vont lier avec les services. Tout ça existe, on le voit sur des grosses intercommunalités, sur des chantiers récurrents, et il y a quand même des relations qui se mettent en place et qui, quand on est élu, moi j'ai participé aussi à des appels d'offres, c'est pas toujours évident, et oui, on pose des questions, vous l'avez dit, ça peut interpeller, mais c'est pas une façon d'être complètement sécurisé, d'avoir des services. Les services restent souvent plus longtemps que les élus en place, et voilà. Oui, c'est pour ça que c'est important de remettre régulièrement en concurrence les AMO. Donc on lance des appels d'offres pour sélectionner l'AMO par projet. C'est pour ça aussi que les élus doivent s'investir et jouer leur rôle de contrôle, et qu'on n'est pas absent, mais on repose quand même sur une somme de ce que je disais au départ, de confiance. Et à la fin, c'est une histoire d'hommes et femmes, et donc forcément, il y a des gens qui se connaissent. J'aurais pour ma part quelques questions complémentaires. S'agissant des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, avec le fameux seuil des 50 millions d'euros, toutes les intercommunalités ne sont évidemment pas concernées, mais est-ce que vous avez aujourd'hui des données précises sur le nombre qui devraient adopter un SPASER, qui en ont adopté un ou sont en voie d'en adopter un? Est-ce que vous avez là des exemples concrets à nous donner? Et
parmi, encore une fois, on ne va pas vous demander des préférences, mais parmi ces intercommunalités, est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes qui vous semblent particulièrement exemplaires en la matière, s'agissant donc des intégrations de considérations sociales ou environnementales? C'était ma première question. La deuxième, vous avez commencé à évoquer le sujet et c'était évidemment intéressant parce qu'on voit bien dans les différentes auditions le sujet de la complexité des procédures, du temps afférent et donc des coûts qui sont impliqués par les normes en vigueur. Mais nous n'avons finalement pas de retour sur le ROI, le retour sur investissement. Et là, vous avez donné quelques exemples. Est-ce que du côté d'Intercommunalité de France, vous avez pu investiguer cette question? Et plus largement, est-ce que vous disposez, vous en tant qu'association ou vos membres, d'outils de pilotage par la donnée? On a quelques collectivités qui ont travaillé sur ce sujet, mais globalement, que ce soit côté collectivité ou côté État, on voit que cela reste un sujet aujourd'hui très largement émergent. Et puis, dernière question sur les collectivités ultramarines que vous pouvez représenter. On sait aujourd'hui qu'il y a des spécificités. Les sujets ont déjà pu être en partie évoqués. Est-ce que vous auriez là aussi des points d'attention particuliers à nous remonter, des points de vigilance au regard de ces intercommunalités ultramarines? Merci Monsieur le Président. Alors je suis désolé. Sur les communautés, sur les collectivités ultramarines, on n'a pas d'éléments particuliers et on n'a pas non plus d'outils de pilotage par la donnée précis sur le retour sur investissement de ce type d'éléments. Parmi les intercommunalités que vous représentez, certaines se sont dotées d'outils en la matière. Je ne peux pas répondre à cette question. On va se renseigner dans le cadre de la réponse écrite. Si on a des éléments, on vous les apportera. Sur les intercos un peu exemplaires, je peux vous en citer deux. Redon Agglomération et Amiens et Grand-Bourg Agglomération, qui ont essayé de développer le volet environnemental et le volet social. Du côté de Redon, le service a recensé l'ensemble des critères qui est possible d'utiliser en indiquant en face de chacun d'eux ce qu'il implique comme questionnement et met à disposition de ces services un peu ce vadémécum pour intégrer les différents critères de manière appropriée dans les différents marchés qui peuvent être passés par l'agglomération et par les communes du territoire. Et Grand-Bourg Agglomération a élaboré une cartographie des acteurs du territoire susceptible de répondre aux besoins de l'intercommunalité dans le cadre de marchés réservés. C'est donc davantage par des politiques de mobilisation, d'information, de partage qu'on atteint ces objectifs plutôt que d'une stratégie très générale, etc. Donc c'est vraiment plutôt à la main des différentes collectivités. Sur les SPASER, alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je sais que dans ma collectivité, on a lancé son élaboration et qu'on ne l'a pas encore totalement achevé, mais comme je ne suis pas partie prenante, je ne peux pas vous en parler dans le détail. Mais ça me permet peut-être juste un petit point sur les clauses sociales et environnementales, alors qui sont évidemment animées des meilleures intentions du monde, mais qui pour moi posent deux questions. La première, c'est qu'elles sont un facteur de renchérissement ou d'exclusion de certaines PME de nos marchés. Parce que plus on est exigeant dans les clauses d'attribution du marché, plus en fait ce qu'on évalue, c'est la RSE de l'entreprise. Et les grands groupes ont investi, développé, ont des obligations qui sont très fortes en la matière. La petite PME, ce n'est pas forcément évident pour elle. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément sur lequel je souhaitais insister, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que le marché, c'est un moyen, ou la concession, etc. C'est un moyen. Et je ne sais pas si il faut ce qui est le plus important, est-ce que c'est d'avoir un projet qui est conçu de manière vraiment durable, en utilisant des matériaux biosourcés, en étant économe d'un point de vue foncier, si on construit quelque chose. C'est le projet en lui-même
qui doit répondre aux exigences du développement durable, de la transition, ou si le projet peut ne pas atteindre ces objectifs-là, mais en revanche avoir une clause sociale et environnementale qui fera que c'est peut-être pas optimal d'un point de vue social et écologique, mais en revanche l'entreprise qui va le faire, elle, est responsable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'enjeu entre les fins et les moyens. Et donc, idéalement, si on peut avoir un projet qui atteint des fins sociales et environnementales élevées, avec des entreprises qui respectent ça, c'est le mieux. Mais il ne faut pas se focaliser parfois sur les moyens en perdant de vue la fin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des collègues? Est-ce que vous souhaitez ajouter des éléments, des points saillants en complément évidemment des réponses écrites que vous nous ferez parvenir? Pardon, merci Monsieur le Président. Peut-être 2 points sur lesquels je pourrais insister. Le premier, c'est l'enjeu de l'offre. C'est-à-dire que quand nous proposons des marchés donc avec des clauses sociales et environnementales, encore faut-il qu'il y ait des entreprises qui soient susceptibles d'y répondre. Par exemple, quand on prévoit des clauses de travailleurs adaptés ou ce genre de choses, parfois ça n'existe pas sur notre territoire. Il n'y a pas d'entreprise adaptée qui est capable de répondre à cela. Alors, parfois il y a des mécanismes pour les mutualiser à l'échelle du territoire, mais voilà, tout n'existe pas. Donc ça, c'est le premier élément. Et de ce point de vue-là, les objectifs qui ont été fixés dans la loi, qui sont assez ambitieux, peuvent ne pas être atteints, pas parce qu'on y met de la mauvaise volonté, mais parce que la réalité du terrain fait qu'on ne sommes pas capables de les atteindre. Donc ça, c'était le premier point sur lequel je souhaitais insister. Le deuxième point, c'est peut-être pas directement le cœur de votre mission, c'est la sécurisation pénale des élus, avec, dans ce système qui est très complexe, je crois, la possibilité de reconnaître un droit à l'erreur, faire une place à la bonne foi. Parfois, les mécanismes de sanction sont un peu formels, c'est-à-dire vous avez méconnu la procédure et donc vous êtes immédiatement dans une situation de délit de droit. Il y a peut-être, comme cette idée a infusé dans d'autres pans de l'action administrative, une sorte de droit à l'erreur, une possibilité de rectification qui mériterait d'être travaillée pour éviter de faire prendre trop de risques aux élus sur ce genre de questions dans une chaîne où ils ne sont qu'un des maillons. Merci. Pour revenir peut-être au premier sujet sur lequel nous avions interpellé, vous avez donné quelques exemples, mais est-ce que vous auriez un projet emblématique que vous avez pu conduire en tant que maire ou vice-président de la métropole, sur lequel vous auriez souhaité que les règles soient différentes parce que vous avez fait face, que ce soit sur la passation ou l'exécution, à des difficultés, encore une fois, d'ordre juridique, administratif, par rapport aux ambitions politiques que vous pouvez porter pour votre territoire? Alors, je peux vous en citer un. Qui au final n'a pas été trop dommageable pour moi, mais qui aurait pu l'être dans d'autres circonstances. Dans mon précédent mandat, nous avons construit une salle de spectacle. Donc nous avions un architecte, dans le cadre de la loi MOP. Donc nous avions un architecte et il y avait un lot gros œuvre. L'entreprise qui devait faire le gros œuvre, donc couler tout le béton, les fondations, etc., a fait faillite. Alors là où était ma chance, c'est avant le début des travaux. Et tous les autres lots avaient été attribués, et le lot gros œuvre étant le premier, je ne pouvais pas commencer mes travaux. Et il y a eu un délai assez long, parce que tant que l'entreprise n'avait pas formellement été liquidée, elle était titulaire du marché. Et donc, il a fallu que je fasse un peu de travail en temps masqué pour pouvoir tout préparer et faire en sorte que je puisse repasser un marché de remplacement sur ce lot spécifiquement de manière sans trop perdre de temps. Mais ça m'a quand même pris 6 mois. Et ce second marché était un peu plus
un peu plus élevé, mais je l'ai passé de manière plus souple que le premier. Donc il y avait déjà une prise en considération du fait que c'était un nouveau marché. Mais ça a décalé le projet de manière importante. J'aurais été, parce que cette entreprise travaillait pour d'autres communes, pas très loin de chez moi, il avait déjà commencé à couler du béton. Dans ce cas-là, c'est quasiment impossible de trouver une entreprise qui veut reprendre le marché, parce qu'elle engagerait potentiellement sa responsabilité décennale sur des choses qu'elle n'a pas faites au départ. Donc en règle générale, dans ce cas-là, il faut tout casser pour tout recommencer. Donc voilà un exemple concret de difficultés qui sont pas complètement mal terminées, mais qui m'ont fait prendre du retard. Pour ça que pour les projets suivants, j'ai privilégié un marché global de performance, parce que dans ce cas-là, une fois que j'ai choisi l'entreprise générale, c'est elle qui fait son affaire de trouver, soit elle le fait elle-même, soit de trouver les sous-traitants aptes à le faire. L'inconvénient de cela, c'est que l'entreprise générale, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça va aussi plus rapidement. C'est forcément un grand groupe. Et donc, vous comptez ensuite sur sa bonne volonté à faire travailler sous forme de sous-traitance. Vous perdez la main sur l'allotissement, enfin bon, donc c'est... Voilà. On est confronté à ça, mais c'est l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure. Entendu. C'est bon pour les collègues ? Écoutez, Monsieur Schlesinger, merci beaucoup vraiment pour votre témoignage, vos retours d'expérience, évidemment preneur des éléments avec Monsieur le rapporteur et les collègues de la commission d'enquête que vous pourrez nous apporter par écrit. Et puis, nous avons prévu donc de rendre nos conclusions d'ici la fin du mois de juin. Donc ça nous laisse encore quelques semaines. Si d'aventure, dans les mois qui venaient, vous aviez des exemples précis pour compléter les apports que vous avez pu faire aujourd'hui et que vous nous transmettrez ensuite, nous sommes à votre entière écoute. Et pour votre information, nous nous déplacerons en Bretagne et dans le Nord pour entendre aussi les élus directement sur le terrain et donc des représentants des différentes associations d'élus, que ce soit les maires ou les intercommunalités. Donc là aussi, n'hésitons pas à partager les bonnes pratiques à mettre en valeur et puis les risques ou les améliorations à opérer dans la réglementation en cours. En tout cas, encore une fois, un grand merci à vous et à vos équipes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous.